La clé tournait à peine dans la serrure qu'Amélie sentit que quelque chose avait changé. L'odeur d'abord, un parfum lourd et floral qu'elle ne reconnaissait pas. Puis les chaussures alignées dans l'entrée, des mocassins noirs qu'elle n'avait jamais vus. Marc, aplatait-elle en posant son sac de travail. Le silence lui répondit. Amélie avança vers le salon, ses talons claquant sur le parquet. Ce qu'elle découvrit la figea sur place, une femme d'une soixantaine d'années, impeccablement coiffée, assise dans son fauteuil préféré comme si elle en était propriétaire depuis toujours. 2 valises étaient soigneusement rangées près de la fenêtre. « Ah, tu dois être Amélie », dit la femme sans se lever, son regard froid la détaillant de la tête aux pieds. « Je suis Christiane, la mère de Marc. J'imagine qu'il ne t'a pas prévenu. » Le cœur d'Amélie fit un bond. La belle-mère. Celle dont Marc parlait peu, toujours avec une tension dans la voix qu'elle n'arrivait pas à comprendre. « Enchantée, mais... » « Je reste aussi longtemps que je veux, » coupa Christiane avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Cette maison a besoin d'une vraie présence féminine. Les mots claquèrent comme une gifle. Amélie ouvrit la bouche pour répliquer quand Marc apparut enfin, le visage crispé, évitant son regard. Amélie, ma mère a eu quelques difficultés avec ses voisins. Des conflits qui ont duré des mois. Elle a été contrainte de partir. Contrainte ? Amélie fronça les sourcils. Que s'est-il passé exactement ? Des gens mesquins qui ne supportaient pas qu'une femme seule vive dignement, répondit Christiane en balayant la question d'un geste. Mais parlons de choses plus importantes. Marc m'a dit que vous essayiez d'avoir un enfant depuis 1 an. Amélie sentit le rouge lui monter aux joues. C'était leur intimité, leur secret. Comment cette femme pouvait-elle en parler si naturellement ? C'est personnel, murmura-t-elle. Plus maintenant, ma chérie. Nous sommes famille. Christiane se leva enfin, s'approchant d'Amélie avec la grâce calculée d'un prédateur. J'ai tellement d'expérience à partager. La maternité, ce n'est pas donné à toutes les femmes, tu sais. Marc fixait ses pieds, les mains enfoncées dans les poches. Amélie chercha son soutien du regard, mais il semblait s'être transformé en statue. Marc, on peut discuter, demanda-t-elle, espérant qu'il comprendrait l'urgence. Plus tard, chérie. Maman s'installe dans la chambre d'amis. Tu peux l'aider, n'est-ce pas ? Le « tu peux » sonnait comme un ordre déguisé. Amélie regarda cet homme qu'elle avait épousé, cherchant une trace de celui qu'elle aimait. Mais Marc évitait toujours son regard, comme un enfant pris en faute. Christiane avait déjà commencé à explorer la maison, ouvrant les placards, inspectant chaque coin avec l'assurance de quelqu'un qui prend possession des lieux. Elle s'arrêta devant la photo de mariage d'Amélie et Marc, l'étudiant longuement. « Jolie cérémonie », dit-elle avec une pointe d'ironie. « Dommage que je n'ai pas pu y assister. » Marc était si occupé à l'époque. Amélie sentit un frisson désagréable lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans le ton de Christiane, une possessivité inquiétante, comme si Marc lui appartenait. « Nous avons préféré quelque chose d'intime, » répondit-elle doucement. « Intime, oui. » Christiane sourit, mais ses yeux restaient glacials. Marc a toujours eu tendance à s'isoler avec ses amis. Heureusement que je suis là maintenant pour veiller sur vous deux. Elle se dirigea vers la cuisine et ouvrit le réfrigérateur sans demander la permission. Amélie la suivit, sidérée par tant d'audace. « Mes cours de cuisine vont te servir, ma chérie. Marc a des goûts très précis que tu ne connais pas encore. Après 5 ans de mariage ? C'est surprenant. » La pique était habilement placée. Amélie sentit le doute s'insinuer malgré elle. Connaissait-elle vraiment son mari ? « Je prépare le dîner », annonça Christiane en fouillant dans les placards. « Marc adore mon gratin de courgettes. N'est-ce pas, mon chéri ?» Marc hocha la tête avec un sourire étrange, presque nostalgique. Pour la première fois, Amélie eut l'impression d'être une étrangère dans sa propre maison. Le téléphone d'Amélie vibra, un message de sa collègue Sarah qui l'invitait à déjeuner le lendemain. Christiane l'observait, remarquant tout. « Qui c'est ?» demanda-t-elle naturellement. « Une collègue. »« Ah, ton travail ? Marc m'a dit que tu y passes beaucoup de temps. Les femmes d'aujourd'hui,
toujours dehors. Moi, j'ai toujours su que la vraie place d'une femme. Elle laissa sa phrase en suspens, mais le message était clair. Cette nuit-là, Amélie resta éveillée longtemps, écoutant les bruits de la maison. Vers minuit, elle entendit des murmures venant de la chambre d'amis, puis les pas de Marc dans le couloir. Il parlait à voix basse avec sa mère, leur chuchotement s'étirant tard dans la nuit. Au matin, quelque chose avait définitivement changé. Christiane préparait déjà le petit déjeuner, et Marc la regardait avec une dévotion qu'Amélie ne lui avait jamais vue. « Bonjour ma chérie », dit Christiane en posant une assiette devant elle. « J'espère que tu as bien dormi. Nous avons tant de choses à organiser. » Son sourire promettait des jours très différents. Amélie fixait les 2 lignes roses qui venaient de changer sa vie. Ses mains tremblaient légèrement en tenant le test de grossesse. Après un an d'attente, c'était enfin arrivé. Un sourire immense illumina son visage. Elle courut vers le salon où Marc lisait tranquillement, Christiane brodant dans le fauteuil d'à accent grave côté. 3 semaines que sa belle-mère avait élu domicile chez eux, et la routine s'était déjà installée. « Marc !» Elle agita le test sous ses yeux. « Regarde !» Il leva les yeux, mit quelques secondes à comprendre, puis son visage s'illumina. Il se leva d'un bond pour la serrer dans ses bras, la faisant tournoyer. « C'est fantastique !» s'exclama-t-il. « Maman, tu entends ? Amélie est enceinte. » Christiane posa délicatement sa broderie, un sourire parfait se dessinant sur ses lèvres. « Quelle merveilleuse nouvelle !» dit-elle en se levant pour embrasser Amélie. « Je suis si heureuse pour vous. » Mais quelque chose dans ses yeux troubla Amélie. Christiane ne semblait pas surprise. « Pas du tout. Il faut fêter ça. » Marc était euphorique. « Je vais chercher du champagne, enfin, du jus de fruits pour toi, ma chérie. » Pendant qu'il disparaissait à la cuisine, Christiane s'approcha d'Amélie avec une tendresse qui semblait forcée. « Ma pauvre petite, » murmura-t-elle en lui prenant les mains. « Tu ne réalises pas encore dans quoi tu t'embarques. Être mère, c'est si difficile. Heureusement que je suis là pour t'aider. » L'enthousiasme d'Amélie se tempéra légèrement. « Je suis sûre que ça va bien se passer. Bien sûr, avec de l'aide. Tu vas avoir besoin de beaucoup de repos maintenant. Ce travail stressant ne sera plus possible. » Marc revint avec des verres et une bouteille de jus de pomme pétillant. Ils trinquèrent, mais l'euphorie d'Amélie s'était dissipée. Christiane la regardait avec cette intensité dérangeante, comme si elle évaluait chacun de ses gestes. Le lendemain matin, Amélie se préparait pour partir au bureau quand Marc l'intercepta dans l'entrée. « Chérie, j'ai réfléchi toute la nuit. » Son ton était différent, plus grave. « Tu ne peux pas continuer à travailler dans ton état. » « Comment ça ? » Amélie s'arrêta net. « Je viens à peine d'apprendre que j'étais enceinte. Maman m'a expliqué les risques. Le stress, les longues journées, les trajets en transport. Ce n'est pas bon pour le bébé. » Amélie sentit sa mâchoire se crisper. « Ta mère t'a expliqué ? » Marc, des millions de femmes travaillent enceintes sans problème. Pas ma femme. Sa voix était ferme, presque autoritaire. Tu vas donner ta démission aujourd'hui. Pardon ? Amélie le fixa, incrédule. Marc, c'est mon travail. Ma carrière. Je ne vais pas tout abandonner pour notre enfant, Amélie. Il soupira comme si elle était déraisonnable. Maman a raison, tu ne penses qu'à toi. Ces mots la giflèrent. Marc n'avait jamais parlé ainsi auparavant. Derrière lui, Christiane apparut dans l'encadrement de la porte, observant la scène avec satisfaction. « Votre belle-mère vous a monté la tête, » dit Amélie, sa voix tremblant de colère contenue. « Ne sois pas ridicule. Maman veut juste ce qu'il y a de mieux pour nous. » Amélie attrapa son sac et sortit en claquant la porte. Dans sa voiture, elle s'effondra quelques minutes, les mains crispées sur le volant. Comment sa plus belle nouvelle était-elle devenue un cauchemar ? Au bureau, sa collègue Sarah remarqua immédiatement son état. « Tout va bien ? Tu as l'air bouleversée. » Amélie hésita, puis se confia. Sarah l'écouta sans l'interrompre, fronçant de plus en plus les sourcils. « Amélie, ce que tu décris,
Ce n'est pas normal. Une belle-mère qui s'installe sans invitation, qui influence ton mari contre toi. Tu exagères peut-être. Non. Sarah posa une main ferme sur son bras. Fais attention à toi. En rentrant le soir, Amélie trouva Christiane et Marc en grande conversation dans la cuisine. Ils se turent à son arrivée. Comment s'est passée ta journée, ma chérie? Demanda Christiane avec un sourire doucereux. J'espère que tu n'as pas trop forcé. Dans ton état? Mon état me permet parfaitement de travailler, répliqua Amélie sèchement. Marc intervint. Amélie, nous en avons déjà parlé. Non, tu m'as parlé. Je n'ai pas donné mon accord. Christiane se leva, s'approchant d'elle avec une fausse sollicitude. Ma pauvre petite, le stress n'est vraiment pas bon pour le bébé. Regarde comme tu es tendue. Marc s'inquiète tellement. Marc s'inquiétait très bien tout seul avant votre arrivée. Le silence qui suivit était lourd de menaces. Marc fixait Amélie avec une froideur qu'elle ne lui connaissait pas. Tu dépasses les bornes, dit-il finalement. Maman essaie de t'aider. Amélie réalisa avec horreur qu'en 3 semaines, Christiane avait réussi à retourner son propre mari contre elle. La manipulation était subtile mais implacable. Cette nuit-là, elle posa une main protectrice sur son ventre encore plat. Son bébé grandissait au cœur d'une guerre qu'elle commençait seulement à comprendre. Il fallait qu'elle se batte. Pour elle, et pour son enfant. 3 mois. 3 mois que Christiane orchestrait sa guerre silencieuse, et Amélie commençait à craquer. Chaque matin apportait une nouvelle critique, chaque soir une nouvelle règle imposée dans sa propre maison. Ce matin-là, tout explosa. Je ne démissionnerai pas. Amélie claqua sa tasse sur la table, le café éclaboussant la nappe blanche. C'est mon travail, ma carrière. Marc se leva brusquement, son visage déformé par une colère qu'elle ne lui avait jamais vue. Tu es égoïste. Maman a raison, tu ne penses qu'à toi. Ta mère me manipule et tu ne le vois même pas. Arrête, hurla-t-il, les poings serrés. Tu es malade. Maman fait tout pour nous aider. Amélie recula instinctivement, une main protectrice sur son ventre de 3 mois. Marc avança vers elle, les yeux brillants de rage. Tu vas arrêter de travailler, que tu le veuilles ou non. Non. Le coup partit sans prévenir. Marc la poussa violemment contre le mur, ses mains plaquées contre ses épaules. La tête d'Amélie heurta la paroi avec un bruit sourd. Elle glissa le long du mur, sonnée, le souffle coupé. Un silence de mort s'abattit sur la cuisine. Marc la fixait, horrifié par son propre geste, les mains tremblantes. Amélie se redressait péniblement quand son regard croisa celui de Christiane. La belle-mère se tenait dans l'encadrement de la porte, immobile. Et elle souriait. Pas un sourire de surprise ou de gêne. Un sourire de satisfaction pure, comme si elle venait d'assister exactement à ce qu'elle espérait. Le sang d'Amélie se glaça. Cette femme voulait cette violence. Elle l'avait provoquée, orchestrée, savourée. Mon Dieu, Amélie. Christiane se précipita soudain vers elle, jouant parfaitement l'inquiétude. Marc, qu'est-ce qui t'a pris? Mais Amélie avait vu. Elle avait vu ce sourire. Marc s'effondra sur une chaise, se prenant la tête dans les mains. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Pardon, Amélie, pardon. Christiane lui caressait les cheveux comme à un enfant. Ce n'est pas ta faute, mon chéri. Le stress de la grossesse, les hormones d'Amélie, tout le monde est à bout de nerfs. Amélie les observait, pétrifiée par la révélation. Christiane manipulait Marc pour qu'il devienne violent. Elle voulait qu'Amélie parte, ou pire, qu'elle perde le bébé. Je sors, murmura-t-elle en attrapant ses clés. Dans sa voiture, elle tremblait encore. Ses mains effleuraient son ventre, vérifiant que son bébé allait bien. Elle devait comprendre qui était vraiment Christiane. L'adresse de l'ancien logement de sa belle-mère, elle l'avait trouvée sur une facture traînant dans la cuisine. Un petit immeuble de banlieue. Amélie sonna chez la concierge. Madame Dupont? La dame, la soixantaine, ouvrit prudemment. Oui. Excusez-moi, je suis la belle-fille de Christiane Moreau.
Celle qui habitait au 3e étage. Le visage de Madame Dupont se ferma instantanément. Cette femme? Qu'est-ce que vous lui voulez? Je cherche à comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi a-t-elle dû partir? Madame Dupont hésita, puis la fit entrer. Asseyez-vous. Cette histoire, elle me donne encore des frissons. Elle servit un thé fumant avant de poursuivre. Il y avait cette jeune maman au 2e, Sophie. Adorable, avec une petite fille de 4 ans. Divorcée récemment. Amélie écouta, le cœur battant. Votre belle-mère s'est mise à la harceler. Discrètement d'abord. Elle lui disait qu'elle était une mauvaise mère, que sa fille pleurait trop, qu'elle la négligeait. Elle montait les autres voisins contre elle, inventait des histoires. Mon Dieu! Sophie a commencé à déprimer, à douter d'elle-même. Elle ne sortait plus, avait peur de croiser les voisins. Votre belle-mère proposait sans cesse de garder la petite, de l'aider. Amélie frissonna. Qu'est-ce qui s'est passé? Sophie a fini par craquer. Elle a tenté de... Madame Dupont ne termina pas sa phrase. Heureusement, sa sœur est intervenue à temps. Elles ont déménagé en urgence. C'est après ça qu'on a tous porté plainte contre Christiane. Elle a été contrainte de partir. Le sang d'Amélie se figea dans ses veines. Christiane avait déjà détruit une mère et tenté de lui voler son enfant. Cette femme est dangereuse, murmura Madame Dupont. Restez loin d'elle. En rentrant chez elle, Amélie observa Christiane d'un œil nouveau. Cette femme qui préparait tranquillement le dîner avait poussé une mère au suicide pour récupérer sa fille. Et maintenant, elle voulait son bébé. La guerre venait de commencer. L'anxiété rongeait Amélie depuis l'incident. Impossible de rester immobile, de se reposer comme le répétait sans cesse Christiane. Elle avait besoin de s'occuper, de contrôler quelque chose dans cette maison qui lui échappait. « Je peux vous aider à ranger vos affaires », proposa-t-elle pour la 3e fois cette semaine. Christiane, installée dans son fauteuil avec sa broderie, leva un sourcil agacé. « Si ça peut te calmer. » La commode de la chambre d'amis déborde. Amélie monta rapidement, heureuse d'avoir enfin une occupation. Elle avait déjà organisé l'armoire lundi et les étagères mercredi. Aujourd'hui, la commode. En tirant le tiroir du bas, elle sentit une résistance. Quelque chose était coincé au fond. Ses doigts touchèrent une enveloppe épaisse, glissée derrière le tiroir. Curieuse, elle la dégagea délicatement. Lettre pour Marc Dubois, lut-elle sur l'enveloppe jaunie par le temps. Son cœur s'accéléra. Pourquoi Christiane gardait-elle des lettres destinées à Marc? Elle ouvrit l'enveloppe, les mains tremblantes. Plusieurs lettres s'en échappèrent, datées d'années différentes. La première était de 2018. Mon cher Marc, j'espère que cette lettre t'arrivera. Cela fait si longtemps. Je suis Louise, ta demi-sœur. Je sais que maman t'a dit que je ne voulais plus te voir, mais c'est faux. J'ai essayé de te contacter tant de fois. Amélie faillit lâcher la lettre. Marc avait une sœur? Elle continua sa lecture, le souffle coupé. Papa me manque tellement, et tu me manques aussi. Nous étions si proches quand nous étions enfants. Christiane a tout détruit quand elle s'est installée. Elle disait que j'étais jalouse, que je voulais séparer papa d'elle. J'avais 12 ans, Marc. J'étais juste une enfant qui avait besoin de son père. Les mains d'Amélie tremblaient. Elle saisit une autre lettre, plus récente. Marc, je travaille maintenant comme assistante sociale avec les personnes âgées dans la région de Normandie. J'aide les familles, c'est ma façon de guérir ce qui nous est arrivé. Si tu reçois cette lettre, appelle-moi. S'il te plaît. Ton père est mort en me cherchant, en regrettant de t'avoir perdu aussi. Louise. Un numéro de téléphone était griffonné en bas. Amélie s'effondra sur le lit, les lettres éparpillées autour d'elle. Marc avait une sœur qui le cherchait depuis des années. Et Christiane avait intercepté toutes ses tentatives de contact. Elle photographia rapidement les lettres avec son téléphone, puis les remit en place. Il fallait qu'elle trouve Louise. De retour dans le salon, elle observa Christiane qui brodait tranquillement, comme si de rien n'était. Cette femme avait détruit une famille,
séparer un frère et une sœur, fait croire à Marc que sa sœur l'avait abandonné. Vous étiez proche de votre belle-fille, demanda innocemment Amélie. Christiane leva les yeux, surprise. Quelle belle-fille? La fille du premier mariage du père de Marc. Le visage de Christiane se durcit instantanément. Cette petite peste? Elle était jalouse dès le début. Heureusement qu'elle a disparu de nos vies. Marc était bien plus heureux sans elle. Amélie hocha la tête, cachant sa colère. Chaque mot confirmait ce qu'elle venait de découvrir. Le soir, seule dans sa voiture après le travail, elle chercha Louise Dubois, assistante sociale Normandie, sur Facebook. Plusieurs profils apparurent, mais l'un d'eux la fit s'arrêter net. La photo de profil montrait une femme d'une quarantaine d'années aux traits doux, avec les mêmes yeux noisettes que Marc. En arrière-plan, on devinait un établissement de soins. Elle cliqua sur le profil. Louise Dubois, assistante sociale à Caen, spécialisée dans l'accompagnement des personnes âgées. Son statut indiquait « Toujours à la recherche de ma famille ». Amélie sentit sa gorge se serrer. Cette femme cherchait Marc depuis toutes ces années, ne sachant pas que ses lettres étaient interceptées. Elle hésita longuement avant d'écrire un message privé. « Bonjour Louise. Je suis Amélie, la femme de Marc. Je crois que nous devons parler. J'ai trouvé vos lettres. » Sa main tremblait en appuyant sur « Envoyer ». 10 minutes plus tard, son téléphone vibra. Louise avait répondu immédiatement. « Mon Dieu! Marc va bien? Est-ce qu'il sait pour les lettres? Cette femme, elle nous a détruits. Pouvons-nous nous parler? » Amélie tapa rapidement. « Christiane vit chez nous. Elle manipule Marc. J'ai besoin de votre aide. » La réponse arriva aussitôt. « Je prends un week-end et je viens. Cette fois, elle ne m'empêchera pas de retrouver mon frère. » Pour la première fois depuis des semaines, Amélie ressentit un soupçon d'espoir. Elle n'était plus seule dans cette guerre. Christiane avait fait une erreur, elle avait sous-estimé l'amour d'une sœur. Louise arriva un samedi matin, pendant que Marc était parti faire des courses avec sa mère. Amélie l'attendait dans un café près de chez elle, le cœur battant. Quand elle la vit entrer, elle la reconnut immédiatement. Les mêmes yeux noisettes que Marc, la même ligne de mâchoire. Mais là où Marc était devenu tendu et méfiant, Louise rayonnait d'une douceur bienveillante. Elles s'étreignirent sans un mot, comme deux sœurs de combat. « Mon petit frère » murmura Louise, les larmes aux yeux. « Comment va-t-il » Mal, Amélie n'édulcora rien. Cette femme l'a transformé en étranger. Il est devenu agressif. Contrôlant. Louise hocha tristement la tête. Dans mon travail avec les personnes âgées, je vois souvent des familles détruites par des manipulateurs. Christiane correspond exactement au profil. Elle sortit un carnet de son sac. Depuis que tu m'as contacté, j'ai fait quelques recherches. J'ai trouvé Sandrine, une ancienne petite amie de Marc. Amélie se redressa, intriguée. Elle a accepté de me parler au téléphone hier soir. Louise consulta ses notes. Sandrine était avec Marc il y a 8 ans. Devine qui s'est acharné à détruire leur relation? Christiane. Elle lui racontait que Sandrine le trompait, qu'elle était intéressée par son argent. Marc est devenu jaloux, possessif. Un jour, il a fouillé son téléphone, l'a accusé de mentir. Sandrine en a eu assez et l'a quitté. Amélie sentit sa gorge se serrer. C'est exactement ce qui m'arrive. Il y en a eu d'autres, je le sais. Mais Sandrine était la seule assez courageuse pour témoigner. Les autres? Louise soupira. Elle préfère t'oublier. Elles passèrent l'après-midi ensemble, Louise aidant Amélie à comprendre les mécanismes de la manipulation psychologique. Comment Christiane isolait Marc, lui instillait la méfiance, le montait contre les femmes de sa vie. Elle souffre d'un trouble de contrôle pathologique, expliqua Louise. Pour elle, Marc est sa propriété. Toute femme qui s'approche de lui est une menace à éliminer. Mais pourquoi garde-t-elle les lettres? Par négligence, probablement. Ou peut-être comme rappel de sa victoire. Ces gens-là aiment leurs trophées. En rentrant chez elle, Amélie commença discrètement son travail de documentation.
Dans un petit carnet qu'elle cachait dans sa table de chevet, elle notait chaque manipulation qu'elle observait. 15 novembre, Christiane dit à Marc que j'ai l'air fatiguée et nerveuse au petit déjeuner. Suggère que je travaille trop. Marc me demande si je me sens bien. 16 novembre, Christiane critique ma façon de faire les courses. Marc préfère cette marque de yaourt. Je n'ai jamais vu Marc manger de yaourt. 17 novembre, Christiane à Marc, Amélie semble si stressée ces derniers temps. C'est inquiétant pour le bébé. Marc me regarde avec suspicion quand je rentre du bureau. Chaque jour apportait sa dose de venin distillé avec un sourire. Amélie se rendit compte que Christiane ne s'arrêtait jamais. C'était un travail de sape constant, méticuleux, implacable. Le plus troublant, c'était de voir Marc absorber ses mensonges comme des vérités. Il regardait Amélie différemment maintenant, avec cette méfiance qu'elle ne reconnaissait pas. Louise l'appelait chaque soir pour prendre des nouvelles et l'encourager. « Tu fais un travail formidable », lui dit-elle un soir. « Ces notes seront cruciales. Continue, ma chérie. Pour Marc, pour ton bébé. » Amélie posa une main sur son ventre de 4 mois. Son enfant grandissait dans cette atmosphère toxique, et elle se sentait impuissante. « Louise, j'ai peur. » « De quoi ? Qu'elle réussisse. Qu'elle me fasse perdre Marc définitivement. Ou pire, qu'elle me fasse du mal, à moi ou au bébé. » Un silence lourd s'installa. « Amélie, » dit finalement Louise, sa voix ferme. « Cette femme a déjà détruit assez de vies. Il est temps qu'elle paie. » « Comment ? » ?»« J'ai une idée. Mais il va falloir être patiente. Et courageuse. » Cette nuit-là, Amélie entendit de nouveau les murmures nocturnes entre Marc et sa mère. Il parlait d'elle, elle en était certaine. Elle serra son carnet contre sa poitrine comme un talisman. Bientôt, Christiane découvrirait qu'elle n'était plus seule dans cette guerre. L'amour d'une sœur retrouvée était une force que la manipulatrice n'avait pas prévue. « Tu as raison », mentit Amélie en posant sa main sur son ventre de 7 mois. « Je me sens fatiguée. Je vais réduire mes heures de travail. » Christiane leva les yeux de sa broderie, surprise par cette soudaine soumission. « Enfin, tu commences à comprendre. » Marc sourit pour la première fois depuis des semaines. « C'est formidable, chérie. Maman va pouvoir t'aider à te préparer pour l'accouchement. » Amélie acquiesça docilement, cachant sa rage derrière un sourire forcé. Sa stratégie était simple, faire croire à Christiane qu'elle avait gagné, tout en documentant chaque manipulation. Dans son carnet secret, elle nota, 2 décembre, je feins d'accepter. Christiane triomphante. Marc soulagé. Leur garde baisse. Les jours suivants, Amélie joua parfaitement son rôle. Elle rentrait plus tôt du bureau, demandait conseil à Christiane pour les achats de bébés, se montrait reconnaissante pour ses précieux conseils. Christiane se délectait de cette victoire apparente. Elle redoubla de critiques déguisées en sollicitude, chaque phrase soigneusement calculée pour détruire l'estime de soi d'Amélie. « Tu devrais manger plus de légumes verts, ma chérie. Le bébé a besoin de fer. » Sous-entendu, tu es une mauvaise mère. Marc était si calme dans mon ventre. Les bébés ressentent tout, tu sais. Sous-entendu, ton stress nuit à l'enfant. Chaque pic était noté, daté, détaillé. Mais le stress constant faisait des ravages. Amélie dormait mal, sursautait au moindre bruit, sentait son corps se tendre dès qu'elle entrait dans la maison. Ce mercredi matin, en se levant pour aller aux toilettes, elle sentit une douleur vive lui transpercer le ventre. Puis une autre. Et encore une autre. « Marc !» cria-t-elle, pliée en 2 dans le couloir. Il accourut, Christiane sur ses talons. En voyant Amélie agrippée au mur, haletante, Marc blêmit. « On va à l'hôpital. » Tout de suite. L'urgence maternité était un tourbillon d'activité. On brancha Amélie à un monitoring, surveillant les battements du cœur du bébé et l'intensité des contractions. Le médecin, une femme d'une 50aine d'années, examina les résultats en fronçant les sourcils. Les contractions sont régulières mais pas trop fortes. Nous allons vous garder en observation et vous donner un traitement pour les arrêter. Le bébé va bien,
Mais il ne faut pas qu'il naisse maintenant. Marc serrait la main d'Amélie, bouleversée. Même Christiane semblait inquiète, ce qui surprit Amélie. C'est le stress, expliqua le médecin. Il faut absolument que vous vous reposiez. Avez-vous des sources d'anxiété particulières en ce moment? Amélie regarda Marc, puis Christiane. Comment expliquer qu'elle vivait un cauchemar dans sa propre maison? Les hormones, intervint rapidement Christiane. Elle est très émotive ces derniers temps. Plus tard, quand Marc partit chercher des affaires à la maison, un homme en blouse blanche frappa à la porte de la chambre. Bonjour, je suis Thomas, psychologue de l'établissement. Je fais le suivi des patientes à risque. Comment vous sentez-vous? Amélie l'observa. La quarantaine, des yeux bienveillants, une présence apaisante. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit en sécurité. Fatiguée, murmura-t-elle. Thomas s'assit près du lit. Ces contractions prématurées sont souvent liées au stress psychologique. Voulez-vous en parler? Amélie hésita. Puis les mots sortirent, comme une digue qui cède. Elle raconta l'invasion de Christiane, les manipulations, la violence de Marc, sa sensation d'étouffer dans sa propre vie. Thomas l'écouta sans l'interrompre, hochant parfois la tête avec une gravité qui fit du bien à Amélie. Ce que vous décrivez s'appelle de la violence psychologique, dit-il finalement. Votre belle-mère utilise des techniques de manipulation classiques. Et votre mari, il est probablement sous emprise depuis l'enfance. Ces mots libérèrent quelque chose en Amélie. Elle n'était pas folle. Elle n'imaginait rien. Que puis-je faire? D'abord, protégez votre bébé. Et vous? Avez-vous de la famille, des amis? Amélie pensa à Louise. Oui. Bien. Vous allez en avoir besoin. Ce soir-là, Louise l'appela, paniquée. Amélie, j'ai appelé Marc pour prendre de tes nouvelles. Christiane a décroché. Elle m'a dit que tu étais hospitalisée à cause de ton instabilité émotionnelle. Elle prépare quelque chose, j'en suis sûre. Amélie ferma les yeux. Bien sûr. Christiane transformait même ses contractions prématurées en preuve qu'elle était une mère défaillante. Louise, j'ai peur qu'elle veuille vraiment me prendre mon bébé. Pas tant que je serai là. Cette nuit-là, les mains sur son ventre, Amélie sentit son enfant bouger doucement. Elle lui chuchota une promesse. Je te protégerai, mon amour. Quoi qu'il arrive. La guerre entrait dans sa phase finale. Amélie rentra de l'hôpital avec une détermination nouvelle. Thomas lui avait donné le courage de se battre. Elle appela Louise. C'est le moment. Il faut qu'on confronte Christiane. Ensemble. Tu es sûre? Après l'hôpital? Justement. Elle va utiliser ça contre moi. Il faut agir maintenant. Le samedi suivant, Louise arriva en fin de matinée. Amélie l'accueillit discrètement, son carnet de notes et son téléphone en main. Elles avaient préparé leur stratégie, confrontation simple, preuve claire, pas d'émotionnel. Marc était dans le jardin avec Christiane quand Amélie les appela au salon. Marc, j'aimerais te présenter quelqu'un. Il entra, Christiane sur ses talons. Quand il vit Louise, il s'arrêta net. Quelque chose dans ce visage lui était familier. Bonjour Marc, dit Louise doucement. Je suis ta sœur. Ta demi-sœur Louise. Le silence qui suivit était assourdissant. Marc la regardait, bouche bée, tandis que Christiane blêmissait derrière lui. Quoi, balbutia Marc. Amélie sortit son carnet et les lettres photographiées. Christiane a intercepté toutes les lettres que Louise t'envoyait depuis des années. Regarde. Elle lui montra les images sur son téléphone. Marc reconnut l'écriture de certaines lettres, la signature. Ses mains tremblaient. Maman? Il se tourna vers Christiane, cherchant une explication. Christiane redressa les épaules, reprenant contenance. Cette femme ment. Je ne l'ai jamais vue. Sandrine au ciment? Louise sortit son téléphone. Ton ex-petite amie d'il y a 8 ans. Elle a accepté de témoigner. Elle lança l'appel en haut-parleur. La voix de Sandrine emplit la pièce. Marc?
C'est vraiment toi? Écoute, je n'ai jamais voulu te recontacter, mais ta mère était toxique. Elle m'a fait un enfer. Elle t'a monté contre moi en te racontant que je te trompais. C'était des mensonges. Marc reculait, secouant la tête. Non, non, ce n'est pas possible. Amélie ouvrit son carnet. Et ça, Marc? Elle commença à lire ses notes. 2 novembre, Christiane dit que je mange mal, que ça nuit au bébé. 5 novembre, elle suggère que mon travail me rend nerveuse. Chaque jour, Marc. Chaque jour, elle distille du poison. Assez, explosa Christiane, son masque de bienveillance volant en éclats. Tu es pathétique, Amélie. Une petite femme faible qui invente des histoires. Son visage se tordit de haine pure. Tu ne mérites pas d'être mère. Tu ne mérites pas mon fils. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour protéger ma famille. Marc fixait sa mère, horrifié par cette métamorphose. Mais au lieu d'accepter la réalité, il se tourna vers Amélie et Louise avec une rage désespérée. Vous mentez, cria-t-il. Vous avez monté ça ensemble. C'est un complot. Marc, regarde les preuves. Supplia Louise. Non. Il se dirigea vers la porte. Je ne vous crois pas. Ma mère n'a jamais, elle ne ferait jamais. Il sortit en claquant la porte. Christiane le suivit immédiatement, reprenant son rôle de mère inquiète. Depuis la fenêtre, Amélie et Louise les virent dans le jardin. Christiane tenait les mains de Marc, lui parlait avec animation. Amélie n'entendait pas les mots, mais elle voyait la manipulation à l'œuvre. Marc hochait la tête, Christiane essuyait ses larmes avec une tendresse théâtrale. Le lavage de cerveau continuait en temps réel. Quand ils rentrèrent, Marc évitait le regard d'Amélie. Christiane arborait un sourire victorieux. Marc a compris, dit-elle simplement. Ces femmes veulent détruire notre famille. Marc se planta devant Amélie, les mâchoires serrées. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça, mais ça suffit. Arrête ce cirque ou quoi? Où tu pars? Ces mots la frappèrent comme un coup de poing. Amélie regarda cet homme qu'elle avait aimé, père de son enfant à naître, qui la chassait de sa propre maison pour protéger la femme qui le manipulait. Louise posa une main sur son épaule. Viens, Amélie. Tu mérites mieux que ça. En ramassant ses affaires, Amélie sentit son bébé bouger dans son ventre, comme s'il comprenait que leur monde venait de s'effondrer. Dans la voiture de Louise, elle pleura pour la première fois depuis des mois. Pas de rage ou de peur, mais de soulagement. Elle était libre. 1 an plus tard, Amélie berçait doucement sa fille Emma dans le salon baigné de soleil. 3 mois de vie, des joues rondes et les yeux noisettes de son père. Un miracle né de tant de souffrance. L'accouchement s'était déroulé sans complications, à terme, entouré de Louise et Thomas. Pas de Marc. Pas de Christiane. Juste l'amour authentique de ceux qui l'avaient choisi. La sonnette retentit. Louise entra avec son sourire chaleureux, des fleurs fraîches à la main. Comment va ma filleule préférée? Elle prit Emma dans ses bras avec cette tendresse naturelle qui faisait tant de bien à Amélie. Elle dort enfin des nuits complètes. Et toi, comment s'est passé le rendez-vous avec l'avocat? Marc a signé sans discussion. Le divorce sera prononcé la semaine prochaine. Amélie hocha la tête. 3 mois après la naissance d'Emma, elle avait entamé la procédure. Marc n'avait même pas contesté, probablement soulagé de pouvoir vivre tranquille avec sa mère. Et pour les visites? Louise soupira. Les services sociaux maintiennent la supervision. Marc ne comprend toujours pas pourquoi. Il accuse tout le monde de complot contre lui. 1 fois par mois, Marc venait voir sa fille pendant 2 heures, toujours accompagné par une assistante sociale. Il regardait Emma avec un mélange d'amour et de confusion, incapable de comprendre pourquoi sa vie s'était écroulée. Christiane, elle, n'avait plus le droit d'approcher. L'ordonnance de non-contact était strictement respectée, mais Amélie savait qu'elle tirait les ficelles depuis l'appartement qu'elle partageait maintenant avec Marc. Il me fait de la peine, avoua Amélie. Parfois, je vois des éclairs de lucidité dans ses yeux. Comme s'il doutait. Mais ça ne dure jamais.
30 ans de manipulation, ça ne se défait pas en un an. Peut-être jamais. Thomas entra à son tour, portant des courses pour le déjeuner. Sa présence avait cette façon d'apaiser instantanément l'atmosphère. Ils construisaient leur relation lentement, sans précipitation, sur des bases saines. Mauvaise nouvelle du bureau, dit-il en posant les sacs. Encore une adolescente dont la belle-mère refuse qu'elle voie son père. Même technique, même profil. Amélie frissonna. Combien de familles Christiane avait-elle détruites avant la leur? Combien d'autres femmes comme elle souffraient en silence? J'ai quelque chose pour toi, dit Louise en sortant son téléphone. Tu te souviens de Sarah? Ta collègue? Bien sûr. Elle m'a transféré un message d'une certaine Julie. Apparemment, elle a lu ton témoignage sur le forum. Louise lui tendit le téléphone. Amélie lut en silence, ses yeux s'emplissant de larmes. Chère Amélie, je ne vous connais pas, mais votre histoire m'a sauvée. Ma belle-mère faisait exactement pareil avec mon mari. Grâce à vous, j'ai compris que je n'étais pas folle. J'ai montré vos notes à mon mari, et pour la première fois, il a ouvert les yeux. Nous sommes en thérapie maintenant. Notre couple se reconstruit. Merci de m'avoir donné le courage de me battre. Julie. Amélie essuya ses larmes, regardant Emma qui dormait paisiblement dans les bras de Louise. Sa fille grandirait dans un foyer aimant, loin des manipulations toxiques. Et quelque part, une autre femme avait échappé au piège grâce à son courage. Tu sais quoi, dit-elle en souriant à travers ses larmes. Je crois que nous avons gagné. Thomas s'approcha, passant un bras autour de ses épaules. Pas seulement gagné. Tu as transformé ta douleur en lumière pour d'autres. C'est ça, la vraie victoire. Le téléphone d'Amélie vibra. Un nouveau message privé sur le forum. Bonjour, je m'appelle Carla. Ma situation ressemble à la vôtre. Pouvez-vous m'aider? Je ne sais plus quoi faire. Amélie regarda Louise, puis Thomas, puis sa fille qui souriait dans son sommeil. Oui, elle pouvait t'aider. Elle allait t'aider. Parce que personne ne méritait de vivre l'enfer qu'elle avait traversé. Et parce que parfois, la tempête qui nous détruit nous enseigne comment protéger les autres. Dans le jardin, les fleurs que Louise avait plantées commençaient à éclore. Comme sa nouvelle vie. Comme l'espoir.